On va continuer encore pour quelques minutes avec Shopify qui vient nous parler justement du comment redéfinir le commerce des marques historiques et établies grâce à la technologie. Donc j'appelle Émilie, directrice Europe du Sud de Shopify, avec Rémi Cointreau. Émilie, où es-tu? Ah bah t'es là. Ok, ben installez-vous. Il est un peu tard, mais merci d'être là, nombreux et présents. Je suis Émilie Benoît-Vernet, je suis la responsable Europe du Sud de Shopify et la directrice France. Je tiens à remercier l'organisation du One-to-One Retail Monaco de nous inviter sur scène pour la 2e année consécutive. Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup aux équipes. C'est toujours un plaisir et cette édition est particulièrement riche en échanges et en conversations. Je serai accompagnée un petit peu plus tard par Fabien Bell de Rémi Cointreau qui viendra nous partager la stratégie commerciale de Rémi Cointreau et pourquoi un grand distributeur se tourne vers une approche direct-to-consumer. Voilà, sans plus attendre, je démarre. Je pense que tout le monde a envie aussi de profiter de sa soirée. Comme nous sommes à Monaco, je me permets une petite métaphore automobile. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dans le monde de l'automobile, il y a des voitures classiques qu'on achète chez son concessionnaire, qui sont clés en main, qui nous emmènent où elles veulent aller, très simplement. Il y a aussi le monde de la F1, clin d'œil Monaco. La F1, c'est des voitures complexes, sophistiquées, qu'on met des années à construire et à conceptualiser, et qui ont des niveaux de performance inégalés. Du coup, cette polarisation, un petit peu entre le classique, le plus simple, le clé en main et le sophistiqué, le complexe, on le retrouve aussi dans l'e-commerce d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde, tous les retailers, tous les acteurs de l'e-commerce connaissent un petit peu les deux choix auxquels ils peuvent être confrontés. D'un côté, une solution clé en main qui est facile à déployer. D'un autre côté, une architecture technique sophistiquée, puissante, mais qui peut être très coûteuse au niveau humain et au niveau financier à mettre en place. Du coup, aujourd'hui, nous, on pense qu'il existe un peu une nouvelle ère du commerce qui bouleverse un peu les cartes, celui de se lancer dans la technologie et de construire sans compromis. Ah, j'ai oublié de passer les slides, pardon. Voilà, donc construire sans compromis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire se donner le choix de la flexibilité, une flexibilité qui va pouvoir accompagner des croissances parfois rapides et soutenues, et surtout le choix de pouvoir avoir accès à l'innovation de manière vraiment abordable, sans penser qu'en fait il faut faire des plans sur 18 mois, 2 ans, en se disant que oui, peut-être on aimerait bien tester certains dispositifs. Construire sans compromis, c'est aussi, ça permet de rester agile et compétitif dans un environnement en perpétuelle mutation. Puis construire sans compromis, avec une technologie aboutie et complexe, ça permet aussi de se concentrer sur les fondamentaux du commerce. J'ai eu beaucoup de conversations avec des retailers au cours des 2 derniers jours. Et en fait, on voit que ces dernières années, ça leur a vraiment donné l'envie et le besoin de se reconcentrer sur leurs fondamentaux, c'est-à-dire être un commerçant. Quel est mon produit? Quel est mon client? Et pas forcément de se poser des plans stratégiques technologiques à 1000 ans. Pourquoi j'avais envie de prendre la parole sur ce sujet? Parce que déjà, la polarisation, c'est le thème de Monaco et je trouve que c'est très adapté aux enjeux actuels. Aussi parce qu'aujourd'hui, Shopify représente 10% de l'e-commerce américain et accompagne de nombreux retailers et commerçants de toute taille, en passant par Rémi Cointreau, qu'on va revoir tout de suite, mais aussi Mattel, Skims ou d'autres. Donc du coup, cette légitimité de Shopify, elle nous donne un peu les clés de quel pourrait être le futur du commerce. Ce qui est important aussi et très net à noter, c'est que les marques aujourd'hui, elles ont besoin de rester en maîtrise totale de leur identité.
de la connaissance de leurs clients et de leur relation commerciale avec leur acheteur final, puisqu'au final, c'est le client et le produit qui fera la différence. Le contexte des dernières années, il n'a pas été simple. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On est passé d'une pandémie où on a vu un essor de l'e-commerce et on se posait tous la question quel est l'avenir du commerce physique ? Et puis ensuite, on repart dans une autre période où tout le monde se demande « Oh là, est-ce que le taux de pénétration de l'e-commerce est en train de baisser ?» Et en fait, on se pose des questions qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas du tout est-ce que le commerce, il est en ligne ou hors ligne. Le commerce, il est partout. Et la technologie, elle doit pouvoir vous emmener partout. La technologie, elle doit servir votre expérience client, peu importe là où il est. Un exemple d'un retailer, le leader mondial de l'industrie du jouet, qui justement a déployé une nouvelle infrastructure technologique pour lui permettre de répondre à plusieurs enjeux. À la fois un enjeu de fiabilité et de composabilité pour offrir la meilleure expérience client à ses clients, à grande échelle, et aussi en lui permettant de rester agile et adaptable. Ces trois thèmes-là, on va les décrypter ensemble pour voir vers quoi il faut tendre et comment y arriver. Donc aujourd'hui, vous le voyez ici, placer la fiabilité et la composabilité au cœur de la stratégie de croissance des retailers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser une plateforme qui est à la fois fiable et évolutive. Une plateforme qui est capable d'encaisser des montées en charge puissantes de toute taille, que ce soit pour un entrepreneur qui passe à la télé pour la première fois ou alors pour des marques de grande ampleur qui font des flash sales, des drop sales. Ici, on a l'exemple, par exemple, de Skims, qui est une marque nord-américaine qui fait des flash sales et qui encaisse jusqu'à $1 million dès la première minute de la vente. Il faut que l'outil technologique y tienne la route. Il faut que la montée en charge, elle soit permise. Et ça, c'est ce vers quoi tous les retailers et tous les e-commerçants devraient tendre. Deuxièmement, sur ce même thème de la fiabilité et de la composabilité, on voit que l'interopérabilité devient de plus en plus essentielle. L'interopérabilité, c'est la possibilité d'aller chercher des outils qui vous permettent de proposer une expérience custom sans passer des mois à faire des développements techniques qui vous permettront d'arriver au résultat escompté. Le headless peut être une bonne solution. On a l'exemple du retailer de la marque Asphalt en France qui a développé son site sur du headless pour plusieurs raisons. Les bénéfices très clairs qu'il en a retirés, c'est étant une marque avec énormément de contenu éditorial et peu de produits, ils avaient besoin d'industrialiser leur storytelling et la création de leur contenu. Avec un modèle headless, ça leur permet d'avoir une personne non technique qui va pouvoir piloter toute l'industrialisation de leur contenu et ainsi faire vivre leur marque et ainsi proposer une meilleure expérience à leur client final. Idem, en proposant, ça leur permet de mieux gérer le cycle de vente de leurs produits, puisqu'ils travaillent énormément par précommande, du coup avec des fenêtres d'ouverture de vente qu'ils peuvent administrer encore par une personne non technique, leur donnant beaucoup plus de flexibilité au niveau de leurs équipes. Tout ça, cette approche headless, ça leur a permis de gagner en performance en triplant le niveau de chargement de leur site. Autre grande tendance vers laquelle tous les commerçants et les retailers devraient tendre, c'est offrir la meilleure expérience à leurs clients à une échelle inégalée, c'est-à-dire leur storefront. Comment faire pour avoir des storefronts toujours plus rapides, toujours plus réactifs ou responsifs? L'objectif vers lequel tous les retailers et les commerçants devraient tendre, c'est-à-dire s'appuyer sur une technologie qui leur permet d'arriver à ça, c'est un objectif de 100 millisecondes de temps de réponse pour leur storefront. On a ici l'exemple de Leader Price du groupe Casino qui a lancé en 6 semaines un nouveau site, le Club Leader Price, permettant de redynamiser leur histoire de marque et de proposer un canal de vente alternatif suite à la fermeture de leur parc de magasins. La meilleure expérience client, ça peut être aussi de vouloir intégrer de l'IA ou des NFT sur son storefront. Ça encore, ça ne devrait pas être des grands chantiers. Ça devrait être des choses qu'on peut déployer de manière facile pour rester à la page et garder un cran d'avance sur ses compétiteurs.
Le checkout, la conversion, encore une fois l'expérience client. Aujourd'hui, le checkout et la conversion, c'est un peu le nerf de la guerre. Tout le monde revient aux fondamentaux, c'est-à-dire fidélisation, rétention, conversion. Avoir un checkout performant, solide, fiable, ça vous permet, qui en un clic vous permet d'aboutir à la vente. C'est vraiment un game changer pour le commerçant. C'est aussi important que votre checkout il soit complètement sécurisé et qu'il puisse encaisser jusqu'à 40 000 checkouts par minute. On a un exemple ici mentionné du checkout de Shopify qui s'appelle ShopPay et qui, sur mobile, est 91 plus performant que les autres checkouts du marché. L'idée, ce n'est pas de reconstruire un checkout, c'est de s'adosser à des solutions qui vous proposent le meilleur de ce que la technologie d'aujourd'hui a à offrir pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel. Troisième tendance vers laquelle il faut tendre, rester agile et adaptable. Je l'ai dit, aujourd'hui, le retail, il est partout. Je parlais hier avec Clara Gervais de Isée et elle avait cette image que je trouve plutôt juste et justement simple. Et du coup, elle traduit exactement ce que ressent le retailer aujourd'hui. Aujourd'hui, le offline et le online, c'est un peu comme les deux jambes de l'activité de la marque. L'un ne va pas sans l'autre. Et par contre, il faut qu'elles avancent ensemble et qu'elles puissent faire progresser la personne qui marche ou la marque de plus en plus vite. Oh My Cream a déployé une offre retail offline en lançant un système complètement omnicanal raccordé à leur interface commerce dans plus de 20 boutiques physiques en France et aux États-Unis et au Royaume-Uni. Autre dernier thème, c'est rester agile et adaptable. Troisième thème, rester agile et adaptable. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très fort, c'est le devoir des marques, c'est de comprendre quelles fonctionnalités sont les meilleures pour elles. On le voit ici sur ce salon, il y a une richesse de solutions qui correspondent toutes à un besoin de marque. La possibilité de choisir son écosystème de partenaires et ne pas être enfermé dans une offre pré-packagée avec un écosystème défini pour vous, c'est aussi la clé. C'est ce qui va vous permettre de dénicher les nouvelles innovations, la pépite, la fonctionnalité qui marche bien pour vous. Pour que ça marche, il faut utiliser une technologie par API ouverte qui vous permet de choisir le meilleur de ce que le marché a à vous offrir à un moment T pour vos besoins spécifiques. La simplicité de l'accès par API et la sophistication d'une offre sur mesure. Donc voilà, je ne sais même pas si je suis allée très vite ou très lentement pour être honnête avec vous. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment cette construction sans compromis. C'est se concentrer sur son activité de commerçant avec une technologie agile, fiable, évolutive et composable, toujours à la pointe de l'innovation, pour avoir un cran d'avance. Je pense que tout le monde, tous les participants dans cette salle et au-delà, les retailers français et internationaux, il est temps de se poser la question de est-ce que la technologie sur laquelle je m'appuie me permet de me moderniser, me permet d'avancer aussi vite que le monde avance aujourd'hui et que les technologies avancent aujourd'hui. Et sans transition, j'invite Fabien Bell de Rémy Cointreau à me rejoindre sur scène pour un échange sur leur stratégie commerciale et digitale. Ravi d'être avec toi aujourd'hui en tout cas. Eh ben, moi aussi, Fabien. Est-ce que tu veux en quelques mots nous présenter un petit peu Rémy Cointreau et les enjeux auxquels vous avez été confrontés ces dernières années? Oui, je vais vous présenter un peu le groupe en général en quelques mots. Rémy Cointreau, c'est un groupe familial qui a plus de 300 ans. Donc c'est un groupe de spiritueux évidemment, mais c'est surtout 13 marques de spiritueux d'exception. Donc je vais vous citer quelques marques pour un peu resituer le groupe dans les esprits de tout le monde. Donc la marque la plus connue et la plus grosse pour nous, c'est quand même la marque de cognac Rémy Martin et sa petite sœur Louis XIII, qui sont très présents sur le cognac et notamment aux US et en Chine. On a d'autres marques que tout le monde connaît évidemment le Cointreau, donc ça j'ai pas besoin de l'introduire, mais on a des marques notamment de whisky écossais qui s'appelle Bruichladdich. On a une marque de gin aussi assez connue qui s'appelle The Botanist. Donc historiquement, chez Rémy Cointreau, le mode de distribution est totalement indirect. C'est-à-dire qu'on travaille avec des distributeurs, des retailers et des réseaux de partenaires, donc cafés, hôtels et restaurants. Donc le e-commerce pour nous c'est une opportunité incroyable
dont on s'est saisi au moment de la pandémie. Voilà. Donc, on a commencé un peu à stratégiser ça aux alentours de 2020, donc c'est vraiment très récent. Et donc le contexte de la pandémie nous a aussi permis de se développer on s'est développé grâce à la pandémie sur la consommation à domicile. Donc merci au Covid. Et le deuxième point, c'est vraiment sur le boom de la mixologie. Donc là, c'était vraiment un trend qu'il y avait depuis plusieurs années et qui continue et dont on profite grandement aujourd'hui. Donc il était quand même important pour nous d'élaborer une stratégie e-commerce à partir de 2020 et de se positionner très rapidement sur ce nouveau canal, encore une fois, je le répète, mais qui est totalement en changement de modèle pour le groupe. Très bien, merci, très clair. Du coup, quelles étaient un petit peu vos attentes au moment de lancer ces projets et comment vous avez structuré votre approche et votre stratégie ? Nous, pour lancer un peu le e-commerce chez nous, on voulait vraiment créer de la valeur pour nos clients finaux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, les clients finaux, on ne les connaît pas forcément. Un client qui achète une bouteille de Cointreau sur le site de Monoprix, on ne le connaît pas. Et donc, le D2C, pour nous, ça a été une opportunité de connaître nos clients finaux. J'ai entendu beaucoup de monde pendant ces 2 jours parler de mieux connaître son client final, d'avoir plus de data, etc. Ce qui est totalement normal. Mais chez nous, on voulait déjà le connaître tout court. Et donc, c'est vrai que le D2C, c'est un super moyen pour nous de connaître nos clients finaux et aussi de répondre à un besoin client. D'avoir un mode de distribution en direct avec la marque, comme tu l'as dit tout à l'heure, de contrôler la relation commerciale, le message qui est renvoyé par toutes les marques aussi chez nous. Donc voilà, c'était très important pour nous de se placer rapidement sur ce canal D2C qui nous permet de faire tout ça en même temps. Et du coup, quelle était un petit peu votre approche de déploiement en termes de marque et de marché ? Quel était un peu votre séquençage des activités ? Ouais, donc ce qu'on voulait principalement, c'est aller vite. Et donc suivre un peu aux attentes de toutes nos marques. Donc quand je dis aller vite, je vais vous donner quelques chiffres. On a déployé, je pense, 10 boutiques en 1 an, et donc sur 4 marchés différents. Donc les marchés européens, les principaux pour nous, que sont la France, évidemment, le UK qui est le premier marché européen de Rémy Cointreau, et l'Allemagne qui est le second marché européen de Rémy Cointreau. Et le 4e pays qu'on a déployé aussi, c'est les US. Donc des boutiques en ligne aux US qui sont très friands, eux, de cognac, encore une fois. Donc du coup, vous avez lancé par marque, des sites vraiment avec une identité de marque pour avoir cette prise avec votre consommateur. Ouais, rien n'est brandé groupe Rémy Cointreau, en tout cas pour le consommateur. D'accord, très bien. Quels sont les challenges que vous avez rencontrés dans ce déploiement ? La plupart des challenges qu'on a eus, c'était vraiment de changer le modèle en interne chez nous. On devait acquérir quand même des capabilities e-commerce qu'on n'avait pas. Juste en quelques mots, au niveau de la logistique, du service client, du CRM, on a dû faire beaucoup d'efforts là-dessus. Juste en exemple aussi rapidement, en fait, en termes de logistique, on a un partenaire qui s'occupe de notre B2B actuellement et donc a toujours travaillé avec nous. Là, il fallait savoir s'il pouvait travailler avec nous en B2C. Et donc on est allé les voir, on leur a demandé si au lieu de shipper des palettes pour nous en B2B, ils pouvaient shipper des bouteilles individuelles. Est-ce qu'ils pouvaient s'adapter à notre packaging qui est différent par marque, voilà, donc avec des contraintes un peu compliquées aussi pour le transport d'alcool. Et s'ils pouvaient, par exemple, aussi recevoir des retours clients. Donc c'est vraiment un chiffre de modèle qu'on a vu dans à peu près tous nos services, pour le coup, chez Rémy Cointreau. Donc c'était vraiment ce côté-là d'évangéliser, d'éduquer un peu les gens à ce nouveau modèle qui arrive dans le groupe. Et quand vous avez réfléchi à la technologie qui pouvait vous accompagner dans ce nouveau canal, quelles étaient vos attentes par rapport à un partenaire technologique ? Ouais, nous, on voulait un partenaire flexible. C'était vraiment le premier point, où on pouvait avoir des développements facilités et pas très compliqués. Ça va être en lien avec mon deuxième point, évidemment. Mais en fait, en centrale, on a des équipes assez réduites, que ce soit côté e-commerce global ou alors côté IT. Et donc, il nous fallait une solution déployable entre guillemets facilement, mais voilà, on ne pouvait pas supporter une solution beaucoup plus grosse et imposante que ça. Donc c'était vraiment ça les 2 facteurs principaux. Et un peu le 3e, c'était de répondre à tous nos besoins en même temps. Donc le premier besoin qu'on a eu, c'était vraiment sur les boutiques D2C. Mais après, quelques mois après, on a dû mettre en place aussi des POS dans nos boutiques de domaine. Parce que vous pouvez aller faire la visite du domaine à Cognac, par exemple, et après, vous passez par la boutique. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça en Écosse et sur tous nos sites de production. Et donc, on a déployé le POS aussi quelques mois après. Et là, donc, on est en train de travailler sur un projet B2B
où il nous fallait une solution adaptable au B2B et pas seulement au B2C. Donc c'était vraiment ces trois enjeux-là qui nous ont guidés. Du coup, la connaissance de votre client, comme vous arrivez à le capturer quand il va au domaine de son cognac préféré et ensuite son taux de réachat, etc. C'est ça. Effectivement, les axes de fidélisation deviennent très, très importants. Totalement. Ouais. Et du coup, petite question, parce que c'est des conversations que j'ai beaucoup eues ces derniers jours avec beaucoup de retailers autour de l'internationalisation. Comment vous avez abordé cet aspect des choses, vous ? On a abordé ça assez centralement au côté européen, donc on s'est quand même plutôt auto-centré sur l'Europe au début. L'internationalisation, c'est vraiment un pilier de croissance pour nous. Donc comme je vous l'ai dit, on s'est lancé aux US, qui est un modèle un peu différent parce que c'est les États-Unis, mais donc c'est vraiment un pôle qu'on surveille énormément. On a des projets pour se lancer à l'international sur d'autres e-boutiques également. Donc vous verrez dans les prochains mois des sites sortir, pas seulement en Europe, mais aussi en Asie. Ok. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un acteur un peu de la distribution plus classique comme vous, qui se pose ces questions de l'intérêt du D2C et qui peut se dire, oula, c'est vraiment encore un autre métier que le mien, comment j'y vais et pourquoi j'y vais ? Je pense que la réflexion principale de se dire ça, pour moi, ça commence vraiment sur le sponsorship du management. C'est vraiment d'avoir des acteurs importants pour l'entreprise qui sponsorisent le projet d'aller en D2C, d'aller en e-commerce. Chez nous, chez Rémy Cointreau, par exemple, on a un objectif d'atteindre 20% de notre chiffre d'affaires total en e-commerce en 2030. Ça, c'est des engagements pris par la famille qui est actionnaire, par le top management, et c'est des informations qui sont aussi partagées au marché financier. Donc il y a un engagement hyper fort et c'est soutenu en interne totalement. Tout le monde est aligné en interne. Donc pour moi, c'est vraiment le premier point, d'avoir le soutien du top management et que tout le monde soit aligné. Je pense que le deuxième point, c'est d'avoir des équipes qui connaissent le e-commerce, le D2C, etc. Chez Rémy Cointreau, au départ, il n'y avait personne. Il y a 3 ans, il n'y avait pas de direction e-commerce à proprement parler et surtout pas des gens spécialisés dans le D2C. Donc le deuxième point, c'est vraiment d'étoffer ces équipes avec des sachants. Donc ce qui est le cas de plus en plus aujourd'hui chez Rémy Cointreau aussi. Donc on s'entoure de gens spécialistes de la data, spécialistes du projet e-commerce, du run, du build, voilà. Donc vraiment, on acquiert ces capabilities e-commerce, ces connaissances en interne dans les équipes commerciales. Très clair. Je pense que ce que tu dis sur avoir un fort engagement du management, c'est très important parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs années, l'activité en ligne, l'activité e-commerce, c'était une équipe qui vivait un peu à côté des autres. Et aujourd'hui, la stratégie de distribution commerciale en ligne, hors ligne, elle doit être portée par le management et ça doit être piloté au plus haut niveau de l'entreprise avec des engagements forts pour emmener les équipes aussi. Parce qu'il y a une conduite du changement parfois quand on passe sur ces différents modèles de distribution. Non, totalement d'accord avec toi et c'est vrai que moi tous les jours au travail on se sent un peu porté par cette envie-là. Quand on croise le CEO dans les couloirs, il est avec nous. Voilà, c'est vraiment un message assez clair pour toutes les équipes et en day-to-day, lorsqu'on travaille avec les autres services, c'est aussi le message qui leur est communiqué à eux. Donc tout le monde est aligné, la supply, la finance, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à sortir des projets et à déployer 10 boutiques en un an, quoi. Bravo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, soit un conseil, soit une réflexion sur les échanges que tu as eus ces derniers jours et comment vous vous inscrivez un petit peu dans l'avenir sur vos stratégies digitales ? Alors j'ai pas vraiment de conseils, les sociétés qui veulent se lancer doivent se lancer, c'est important, même si c'est compliqué au début et que ça prend un peu de temps, que la mayonnaise prenne en termes de business, il faut quand même se lancer. Je pense que c'est un canal qui est incontournable aujourd'hui, même pour les acteurs un peu plus traditionnels comme le nôtre, mais c'est important de se lancer. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter là-dessus, c'est juste que effectivement en rencontrant un peu tout le monde, on ressent encore une fois qu'on est un acteur traditionnel qui est vraiment au balbutiement, ou pas au balbutiement, mais en tout cas au départ d'une aventure e-commerce et D2C. Donc effectivement, en échangeant un peu avec les partenaires ou les autres e-commerçants, on se rend compte qu'on est au tout début. Donc ça peut faire peur, mais non, c'est hyper excitant en fait. Oui, vous allez très vite. Il y a tout à faire. Justement. Voilà, il y a tout à faire et donc fascinant. c'est hyper agréable. Donc non, c'est plutôt ça, c'est plutôt un sentiment de se dire, en fait, on va y arriver. Il y a encore plein de choses à faire. Et effectivement, on est en retard
par rapport à l'industrie et les commerçants qui sont à ce salon-là, mais pas tant que ça. Enfin, le retard est rattrapable, pas facilement, mais en tout cas est rattrapable. Parfait. Bah, écoutez, moi je n'ai rien à ajouter. Fabien? Non, moi non plus. Ravi d'avoir fait cette intervention avec toi en tout cas. Bah, pareillement. Merci beaucoup, merci à tous. Et n'hésitez pas à venir discuter avec nous ce soir si vous avez des questions à nous poser. Avec plaisir. Merci.